Bonjour et bienvenue à la conférence sur la maladie d'Osgood-Schlatter. Je m'appelle Marilou Peterson et je serai votre animatrice pour aujourd'hui. Nous aurons la chance de recevoir quatre personnes pour nous aider à mieux comprendre cette maladie. Premièrement, Marc-Olivier Côté, un spécialiste de la maladie, Samantha Routier, une spécialiste de la santé, Monsieur Brazo, un enseignant en éducation physique au secondaire, et finalement, Philippe Bourassa, un homme qui a vécu avec la maladie durant son adolescence. Pour débuter, nous allons commencer par mieux comprendre ce qu'est la maladie d'Osgood-Schlatter avec le spécialiste Marc-Olivier Côté. Que pouvez-vous nous dire à cet effet? Merci beaucoup, Marilou. Je vais faire une description de la maladie. En fait, la maladie d'Osgood-Schlatter est une douleur au genou qui touche surtout les adolescents entre 10 à 15 ans qui sont en pleine croissance. Ça veut dire qu'ici, c'est pourquoi c'est durant cette tranche d'âge-là, parce qu'ils sont en puberté. Donc, les os grandissent et grossissent. Elle est causée par la croissance rapide des os, alors que les muscles et les tendons s'adaptent plus lentement. Cela crée une tension importante sur la tâche du tendon rotulien, situé juste sous la rotule au niveau du tibia. En fait, cette maladie apparaît surtout chez les jeunes qui pratiquent des sports qui demandent beaucoup de courses, de sauts et de changements de direction, comme le basket, le soccer ou le volleyball. À force de tirer sur le tendon, l'os peut s'irriter, ce qui cause une douleur, un gonflement et parfois même une petite bosse sur le genou. Très intéressant. Et quelles sont les causes les plus probables? En fait, j'ai quatre causes à vous présenter, dont la première qui est la croissance rapide. Donc, pendant la puberté, ben, les os s'allongent vite, mais les tendons et les muscles prennent plus de temps à s'adapter, ce qui crée une traction sur le genou. Par la suite, on a l'activité physique intense. Comme j'ai mentionné, les sports qui impliquent beaucoup de sauts, de courses et de changements de direction augmentent la pression sur le genou qui favorise cette maladie. Par la suite, il y a les mouvements répétés. À force de courir et de sauter souvent, la zone où le tendon s'attache à l'os s'irrite, ce qui provoque une douleur et même une inflammation à ce niveau. Et finalement, le manque de souplesse musculaire, en fait, si les muscles ceux de la cuisse sont trop raides, ils tirent encore plus sur le tendon rotulien, ce qui aggrave le problème. Et par la suite, je vais vous expliquer brièvement l'origine de cette maladie. C'est la maladie d'Osgood-Schlatter doit ce nom aux deux médecins, Osgood, qui se situe aux États-Unis, et Schalter en Suisse, qui ont étudié cette douleur au genou en 1903. Ils ont remarqué que plusieurs adolescents souffraient de problèmes au niveau du tibia, juste sous la rotule. Pourtant, ce problème avait déjà été observé bien avant, en 1827, par un autre médecin nommé Kay. Grâce à leur recherche, on a mieux compris cette maladie et comment la traiter. Super, merci, Monsieur Côté. De mon côté, puisque je ne suis pas une spécialiste de la maladie, j'ai fait quelques recherches avant la conférence sur les statistiques de la maladie. Il semblerait que les garçons sont davantage atteints pour 11% contre 8% pour les filles. Cette différence-là serait expliquée par la hausse de la participation féminine dans le sport. D'autres statistiques démontraient que les sportifs étaient aussi plus atteints par cette maladie, soit 17% contre 6% chez les jeunes non sportifs. Les sports les plus probables seraient les sports de contact, comme Monsieur Côté l'a mentionné plus tôt. Finalement, des statistiques ont attiré mon œil et il y aurait 20 à 30% des jeunes qui seraient atteints de manière bilatérale, ce qui veut dire qu'ils sont atteints sur les deux jambes. Et il y aurait d'autres statistiques qui disent que la maladie perdure à l'âge adulte dans 10% des cas. Des statistiques très intéressantes. On pourra voir si notre invité Philippe Bourassa fait part de ces statistiques. Poursuivons maintenant avec notre spécialiste de la santé, Samantha Routier. Nous aimerions savoir pourquoi il est important de prévenir la maladie. Oui, bonjour. Pourquoi il serait important de prévenir la maladie? Eh bien, premièrement, pour limiter le risque de développer cette pathologie et deuxièmement, pour favoriser une croissance saine des jeunes sportifs. Très intéressant. Maintenant, quels sont les principes fondamentaux pour une bonne gestion de l'activité physique quand on parle de prévention? Éviter d'utiliser abusivement le genou. Donc, comme Marc-Olivier avait expliqué, il y a plusieurs sports qui utilisent beaucoup plus le genou, donc moins les faire ou juste pas le faire avec excès. J'en viens aussi au fait de maintenir une charge d'entraînement équilibrée. Donc, pas cesser l'entraînement directement, mais juste garder un entraînement modéré. Et jamais abuser non plus, justement.
et avoir des périodes de repos pour permettre à ton genou de se reposer, à ton corps de bien, euh, dans le fond, récupérer. Et on a aussi la diversité d'activités sportives, de faire plusieurs sports pour aussi travailler d'autres muscles, pour pas non plus juste être sédentaire, puis faire en sorte que tu n'utilises plus tes muscles. Donc, favoriser aussi beaucoup de sports pour travailler un peu tout le corps. Super. Et comment un adolescent pourrait maximiser ses chances de rester en bonne santé et de prévenir la maladie? Eh bien, justement, il y a du renforcement musculaire que le jeune pourrait faire et des étirements. Quand je te parle de renforcement musculaire, je pourrais vous parler de fente, de squat, de plusieurs exercices qui vont faire en sorte que tu vas renforcer le jambier et le quadriceps, donc le devant et le derrière des cuisses. Les mollets également. Renforcer ces muscles-là va permettre d'absorber le choc quand tu fais des sauts, peu importe. Ça va, à place que ton genou absorbe le choc, ça va être tes muscles. Donc, développer tes muscles et les renforcer va permettre que ton genou aura moins de gros impacts. Donc, tu auras moins de chances d'avoir mal puis de te blesser. Également, les étirements est une excellente façon parce que tu vas être plus souple. Ça va éviter aussi les tensions. Comme Marc-Olivier avait expliqué, il y avait des tensions sur ton genou dû à la maladie. Et le fait de faire des étirements va faire en sorte qu'il y aura moins de tension sur ton genou. Tu seras plus flexible, tu vas bouger avec plus d'amplitude. Ça va faire en sorte que tu auras moins de chances de te blesser. Et finalement, Madame Routier, quel équipement pourrait-il utiliser toujours en lien avec la prévention? Eh bien, j'ai des souliers adaptés euh, pour que quand le choc va venir impacter, à place d'aller directement dans le genou, il va aller premièrement dans la semelle de tes souliers ou dans le soulier adapté que tu as eu. Sinon, il y a aussi les genouillères que tu pourrais porter qui va limiter la traction de ton genou. Ça va faire en sorte que tu vas peut-être moins faire de faux mouvements ou ça va maintenir dans le fond la rotule. Et j'ai aussi des surfaces adaptées qui va limiter les contraintes articulaires que tu pourrais avoir ou faire des mouvements brusques qui vont pouvoir te blesser. Ben, si tu as des surfaces plates, ça va favoriser une bonne amplitude de mouvement. Voilà. Super, merci Madame Routier pour toutes ces informations pertinentes. Nous poursuivons maintenant avec Philippe Bourassa. Salut Philippe, très contente de vous avoir avec nous. Pouvez-vous d'abord nous parler de votre expérience avec cette maladie? Ben oui, tout d'abord, merci beaucoup Marie-Lou de me recevoir à votre émission. Pour ma part, tout a débuté à l'été de mes 14 ans, lorsque je jouais au baseball au niveau midget 3. Quand on parle du midget 3, on parle de vraiment beaucoup de matchs de baseball, donc environ une cinquantaine de matchs, parfois même deux matchs par jour, avec des avant-matchs de jusqu'à 3 heures avant le match, avec beaucoup de pratiques les soirs, les fins de semaine, donc beaucoup de courses. Et quand on parle de beaucoup de courses, ben, on parle de beaucoup de chocs au niveau des genoux. Puis à 14 ans, j'étais en pleine poussée de croissance et c'est là qu'est apparue la maladie d'Osgood-Schlatter. Je savais vraiment pas quoi faire. Je savais pas c'était quoi que j'avais. J'avais vraiment de la difficulté à jouer au baseball. Donc c'est vraiment à ce moment-là que j'ai décidé d'aller voir une physiothérapeute pour comprendre qu'est-ce que je devais faire, qu'est-ce que je pouvais pas faire, qu'est-ce qui était bon pour moi et tout. Le but avec la physiothérapeute, c'était vraiment de continuer à jouer au baseball, mais d'accompagner la maladie, la blessure que j'avais pour ne pas l'aggraver. Et non d'arrêter, parce qu'on sait vraiment que c'est vraiment pas le bon remède pour cette maladie-là. Super, et est-ce qu'il y a des traitements qui ont pu t'aider à te soulager? Tout d'abord, il y a vraiment d'utiliser la glace, donc le chaud et le froid, le matin et le soir avant de se coucher. Il y a aussi l'utilisation de genouillères, donc sur les deux genoux, parce que j'avais mal aux deux genoux. Et l'utilisation de chaussures adaptées. Donc, ce que je veux dire par là, c'est une semelle rembourrée qui est un peu plus épaisse, qui vient rapetisser les chocs au niveau des pieds et des genoux. Donc, à toutes les pas que tu fais, tu viens renfoncer sur la semelle. Donc, ça vient vraiment éviter les chocs au niveau des genoux. Et il y a aussi l'adaptation des activités. Parce que c'est important, comme je l'ai mentionné, de les adapter et non de les arrêter. Parce que ça peut sinon entraîner ce qu'on appelle un déconditionnement. Dans le fond, tes muscles autour de ton genou deviennent moins forts quand tu arrêtes. Et ça vient justement augmenter le risque que la douleur lors de la reprise du sport, elle revienne. Mais le fait d'utiliser tous ces traitements-là, ça m'a vraiment aidé à diminuer la douleur au niveau de mes genoux. Et cette physiothérapeute, est-ce qu'elle vous a suggéré autre chose? Oui, donc on a parlé beaucoup d'étirements et d'exercices. Donc les étirements, tout ce qui est au niveau des cuisses, des hanches pour réduire tout ce qui est la tension au niveau de mes muscles.
Il y a aussi d'améliorer ma flexibilité, parce qu'on sait que les joueurs de baseball, c'est pas notre force, mais pour faire en sorte que je vais pouvoir bouger avec plus d'amplitude et moins de chances de me blesser. Sinon, il y avait aussi des exercices de coordination, donc tout ce qui est coordination et stabilité, la planche latérale, les squats au mur, tout ce qui est exercice d'équilibre, vraiment pour que mes muscles soient plus forts autour des genoux. Et tout ça va venir permettre de mieux supporter les forces que je vais exercer sur mes articulations, puis vraiment réduire la pression que je mets sur mes tibias et mes genoux pour que la douleur se fasse moins sentir. Et il y a aussi l'amélioration de la stabilité et de l'équilibre qui va faire en sorte que je vais venir renforcer mes muscles stabilisateurs au niveau des genoux et ce qui va me permettre d'améliorer ma coordination tout en évitant les mouvements brusques qui pourraient justement venir me faire encore plus mal et venir empirer ma douleur. Super, ben merci Philippe pour ce témoignage personnel. J'ai une dernière question pour toi. Dans les statistiques que j'ai mentionnées précédemment, tu cochais la grande majorité des causes, mais est-ce que tu es encore atteint par cette maladie maintenant que tu es adulte, comme dans 10% des cas? Non, pas du tout. Pour moi, ça a vraiment juste été durant l'été de mes 14 ans. Sinon, plus aucune douleur s'est fait ressentir depuis ce temps-là. Super, merci encore Philippe. Nous allons finir avec Monsieur Brazo, un enseignant en éducation physique au secondaire. J'aimerais savoir, Monsieur Brazo, comment faites-vous pour adapter vos cours lorsque vous avez un élève comme Philippe et quelles sont les mesures pédagogiques mises en place? Oui, moi je vais vous parler rapidement là, de comment on peut faire pour inclure ce type d'élève-là dans un contexte d'éducation physique au secondaire. C'est quoi les mesures techniques puis pédagogiques? D'abord, ben, on va parler d'adapter vraiment les exercices du cours d'éducation physique. Ce que je veux dire par là, ben, ça va vraiment être de varier les activités et d'ajuster l'intensité pour prévenir les blessures. Prévenir, oui, ou ne simplement pas aggraver la blessure qui est déjà en cours. Aussi, il va être intéressant d'adapter les exercices aux capacités des élèves pour un apprentissage qui est, oui, efficace, mais aussi très sécurisé, hein, parce que ce qu'on veut, c'est pas nécessairement que l'élève aggrave son cas, mais tout simplement, on sait que c'est une réadaptation par le sport, hein, la maladie de Creutzfeldt-Jakob, donc simplement de continuer avec la conscience qu'il ne faut pas se blesser. Il va être très intéressant aussi dans les cours à l'école de s'intéresser à un échauffement qui est progressif. Ce que je veux dire par là, ben, ça va être de commencer par des exercices progressifs de basse intensité vers l'intensité moyenne à élevée. On va commencer par exemple, si on cible le bas du corps, par de la marche rapide par exemple. Ensuite, des montées de genoux, des mouvements de rotation articulaire au niveau des hanches, des genoux, pour éventuellement monter en intensité. Et donc, tout simplement, on veut préparer le corps à l'effort avant les activités principales. Là, on parlait de différents moyens d'action et sports. On ne veut pas les faire. Je parle ici du basketball puis du volleyball. C'est des sports qu'on veut limiter parce qu'il y a beaucoup de sauts. Puis on veut pas fatiguer tout simplement la région ciblée par la maladie. Par contre, on peut privilégier des activités qui sont plus douces au niveau articulaire. Je parle ici du vélo, je parle du yoga, qui est très, très, très intéressant, puis aussi facilement applicable en contexte d'éducation physique. On sait aussi que le yoga a beaucoup de bienfaits au niveau musculaire et de la relaxation. La natation aussi, c'est un sport qui est à privilégier. C'est sûr, par contre, que la natation, hein, il faut qu'on ait une piscine, hein, ça prend beaucoup de place. C'est pas toutes les écoles qui en ont. Simplement adapter le sport et avant même de faire le sport, de faire un échauffement qui est progressif. Aussi, il va être intéressant de renforcer musculairement le corps de l'élève, surtout dans la région ciblée, si on parle du genou, et de finir avec une période d'assouplissement, donc d'étirement. Euh, Comment? Ben, on a parlé rapidement, sans même répéter ce qui a déjà été dit auparavant, d'exercices comme des squats, des fentes. C'est des exercices à ne pas négliger en ce qui concerne le renforcement musculaire du bas du corps. Mais ça va surtout être intéressant si à la fin de tout ça, on applique une période d'assouplissement. Pourquoi? Ben, c'est pour simplement faciliter la récupération puis limiter les blessures. On connaît tous les bienfaits de l'étirement, mais c'est à ne pas négliger. Donc, pour un enseignant, vraiment, le rôle va être de créer un environnement qui est motivant, de donner des défis à l'élève, mais tout en l'encourageant, en s'investissant dans, oui, le plaisir, mais dans la pratique saine de l'activité physique pour que l'élève puisse s'épanouir tout en se remettant de sa blessure. Merci, Monsieur Brazo.
Merci aussi à vous tous pour cette belle conférence remplie d'informations pertinentes. Je suis certaine que ça va aider grandement les auditeurs à mieux comprendre cette maladie. À une prochaine fois. Merci encore.